Bonjour et bienvenue sur notre plateau d'Erasme Investigation consacré aujourd'hui aux jeunes et aux addictions. Nos invités ont chacun travaillé avec leur équipe sur une addiction et je vais les accueillir sur mon plateau. Mais avant toute chose, nous nous sommes demandé ce que signifient vraiment les mots addiction et dépendance. Alors, nous sommes partis voir les principaux intéressés, les jeunes, puis nous avons demandé l'avis de professionnels. Arronger mes ongles. Moi, dormir. Au hand spinner. Moi, réseaux sociaux. Moi, la musique. Pour nous, addiction rime avec production. Attention. Réglementation. Ne plus s'en passer. Selon les addictions, ça peut très influencer la direction de notre vie. Il y a le dépendant physique, quelqu'un qui boit tous les jours de l'alcool. Ben, il a tendance à boire toujours plus parce que son corps, il s'habitue, d'accord? Donc pour avoir le même effet, il boit toujours plus. Donc son corps, il s'habitue, ça s'appelle la dépendance physique. Il y a des drogues qui rendent dépendantes physiquement, d'accord? Mais il y a aussi la dépendance psychique dans la tête. Ça serait simple si c'était que le corps qui était dépendant, vous voyez. Vous l'avez compris, une addiction est une dépendance qui peut prendre différentes formes. Même si toutes les addictions ont des points communs, nous allons essayer d'approfondir chaque addiction. Au programme d'aujourd'hui, 5 chapitres, 5 addictions, l'alcool, le cannabis, les stupéfiants, les réseaux sociaux et les jeux. Commençons par notre première addiction, le cannabis. Et pour cela, j'appelle mes premiers invités, Ilyes et Théo. Bonjour Monsieur Ilyes et Théo, je suis vraiment ravie de vous recevoir sur notre plateau. Alors premièrement, quelle est la question que vous êtes posée pour traiter le sujet de l'addiction au cannabis? Tout d'abord, nous nous sommes demandé d'où venait le cannabis. Nous avons posé cette question à M. Brobeck, qui est addictologue. Regardons tout de suite ses réponses. Nous sommes actuellement avec Dr Brobeck, notre invité qui travaille dans l'addictologie. Merci de m'avoir invité. Bonjour. Alors, tout d'abord, d'où vient le cannabis? Alors le cannabis, c'est une longue histoire puisqu'il semble qu'on en ait trouvé même dans les pyramides des pharaons. Et probablement le cannabis vient d'une plante qui s'appelle le chanvre indien. Et on pense, mais c'était il y a probablement plus de 6-7 000 ans, que le cannabis est poussé originellement dans l'Inde, dans le pays d'Inde que nous connaissons aujourd'hui. Mais le cannabis vient, c'est un produit dérivé d'une plante, on peut en consommer soit les feuilles, soit de l'huile, soit les graines, soit les sommités fleuries, c'est-à-dire la partie de la fleur. Et ça donne différents produits, on appelle l'herbe, la bœuf, le shit, etc. Et tout ça, c'est le cannabis, c'est différentes formes de la même plante. Très bien, et ensuite? Ensuite, nous voulions savoir ce que pouvait provoquer le cannabis sur le cerveau des adolescents. Pour cela, nous avons invité Madame Félinger, qui travaille au CIRDD, une structure qui a pour mission la prévention des addictions et l'information. Dans le cannabis, il faut savoir qu'il y a une molécule qui s'appelle le THC, tétrahydrocannabinol, un nom bien complexe, qui change le fonctionnement des cellules du cerveau et agit sur les centres qu'on appelle les centres du plaisir. Donc au départ, qui rend plus euphorique, plus convivial, qui facilite les relations aux autres, mais qui peut aussi entraîner une fatigue, une démotivation, et dans certains cas, chez certains jeunes, des hallucinations et ce qu'on appelle des bad trips, c'est-à-dire une sensation de malaise très important. Comment peut-on sortir de l'addiction au cannabis? Ben je dirais que le premier médicament de l'arrêt de l'addiction au cannabis, c'est quoi? La nicotine. Non, c'est pas la nicotine, ça c'est pire que tout, ça c'est devenir encore dépendant du tabac. Non plus. Le premier médicament de l'arrêt du cannabis, c'est le désir de la personne. Rien n'est plus dur d'aider quelqu'un, c'est quelqu'un qui ne veut pas être aidé. Tant que quelqu'un vous dit, moi je fume du cannabis et c'est cool, t'inquiète pas, je gère, tu perds ton temps. Vous perdez votre temps parce qu'il ne veut rien savoir. Mais le jour où le gars dit, ouais, ben, j'ai raté mon année, j'ai redoublé 2 fois, je crois que je ne vais pas pouvoir faire les études que je veux faire, j'ai besoin qu'on m'aide,
là on va pouvoir commencer à aider ce monsieur ou cette dame. Donc je dirais que le premier médicament du cannabis, c'est que les gens disent « Ok, j'ai un problème, j'arrive pas à m'en sortir seul, il faut qu'on m'aide ». Là, on va pouvoir vous aider. Alors après, on a des médicaments, on a des centres d'aide, on a la psychologie, c'est-à-dire des psychologues qui vous aident à parler, etc. Et puis, à un moment donné, il va falloir arrêter. Et quand on arrête un produit auquel on était drogué, ça fait mal. Ça secoue les bonhommes. Hein. Je peux vous dire, moi je les vois, c'est mon métier, ils sont dans mon hôpital. Et quand ils sont bien secoués, on essaie de les aider. Ça dure parfois 3. Dans le cannabis, ça dure souvent un mois et demi. Hein. Pendant un mois et demi, ils secouent les barreaux. Hein. Et puis au bout d'un mois et demi, on les essaie de les aider pour les laisser ressortir. Et le gros risque quand ils sortent, c'est il y a toujours un mauvais copain qui leur dit hey, c'est pas grave, tiens, je t'en fourgue un petit peu, les replonge. Voilà, enfin pour arrêter le cannabis, c'est possible, mais le premier traitement, c'est la volonté des gens de s'en sortir. Après, nous sommes davantage penchés sur les effets du cannabis dans notre quartier. Nous avons voulu rencontrer des éducateurs pour savoir comment eux, dans leur travail, pouvaient faire de la prévention. Nous avons donc accueilli au collège un éducateur de rue de Pierre qui travaille dans la prévention spécialisée. Il nous a aidés à mieux comprendre les conséquences du cannabis sur la vie du quartier. D'accord, regardons cela sans plus tarder. Bonjour, est-ce que vous pouvez vous présenter? Alors je m'appelle Jem, je suis éducateur à la JIP. Donc en fait JIP c'est Jeunes Équipes d'Éducation Populaire. Et en fait on travaille avec les jeunes qui ont entre 12 et 25 ans pour les aider à surmonter des difficultés qu'ils peuvent rencontrer. Donc ça peut être une aide pour trouver du travail, chercher un apprentissage, trouver un stage, faire des papiers administratifs, CV, l'aide de motivation, ou même juste discuter. Parce qu'il y a certains sujets que les jeunes, comme toi, comme vous n'avez pas forcément envie d'en parler avec vos parents ou vos frères et sœurs, et vous pouvez venir nous en parler, sachant que chez nous, tout ce qui se dit dans le local reste dans le local, c'est l'anonymat, et on ne vous forcera jamais à faire quelque chose contre vous, enfin contre votre gré. Ça s'appelle le principe de libre adhésion, ça veut dire que si vous avez envie de bosser avec nous, de faire un bout de chemin avec nous, vous le faites. Si vous n'avez pas envie, on ne vous forcera jamais. Cannabis consommé, écoute, officiellement je ne peux pas te répondre, mais il y a beaucoup de cannabis consommé. Après je te rassure, c'est pas qu'à Haute-Pierre que c'est le cas, hein. C'est un peu partout. Au centre-ville aussi. Hein. Une fois en faisant du travail de rue encore, donc le travail de rue c'est quand on fait de la présence dans le quartier, c'est-à-dire qu'on est en duo, un éducateur, et on va dans le quartier, on va à la rencontre des gens, des jeunes, des habitants, parce qu'il n'y a pas forcément tous les jeunes qui viennent au local de la JIP. Donc nous on va à leur rencontre, et pendant une séance de travail de rue, on était témoin d'une dispute entre une habitante d'un immeuble et des jeunes, parce qu'en fait elle se plaignait que l'odeur du shit allait jusque dans la chambre de son bébé. Du coup ça a créé certaines tensions. Après je pense que quand tu squattes un endroit et que tu fumes du shit, tu fais pas que fumer, tu manges, tu bois. Et du coup ça crée aussi un peu d'incivilité au niveau. C'est un peu insalubre. T'as des déchets qui sont jetés à droite à gauche alors que t'as des poubelles juste à côté. Où il n'y a pas de poubelle des fois. Et puis ensuite qui dit shit dit police. Donc c'est vrai qu'il y a il peut y avoir beaucoup de contrôle de police. Donc voilà. Les tensions que ça a créé dans le quartier, c'est ça. Merci beaucoup, monsieur Ilyes Théo, pour toutes ces précisions apportées et à bientôt. Merci, mais de rien, merci de nous avoir accueillis. Au revoir. Au revoir. Certains ne se contentent pas toujours du cannabis et peuvent tomber dans ce qu'on appelle les drogues de synthèse ou les stupéfiants. Pour nous en parler, nous allons accueillir Luisa. Merci de m'avoir invité, je m'appelle Luisa et avec mon groupe nous nous sommes rendus compte que le terme de stupéfiant n'était pas très facile à définir pour nous. Dans un premier temps, nous avons donc voulu vérifier les connaissances des élèves du collège sur ce sujet. Bonne idée, regardons tout de suite les résultats de votre enquête. Quels sont les effets néfastes des stupéfiants sur l'organisme? Suite au sondage que nous avons réalisé auprès des élèves du collège, nous avons constaté que 78 personnes pensent à la nausée,
71 personnes ne savent pas, 100 personnes pensent qu'ils voient flou, 20 personnes disent que les consommateurs seront joyeux, 92 personnes rétorquent qu'ils auront les yeux rouges et que 65 personnes pensent à la bipolarité. On peut donc constater qu'il y a des avis très divergents et qu'ils ont beaucoup à apprendre sur ce sujet. Où peut-on s'en procurer? 110 personnes pensent qu'on peut s'en procurer chez un dealer, 25 pensent dans une pharmacie, 88 jeunes rétorquent dans un immeuble et 14 personnes disent dans une boulangerie. Et 92 estiment dans un tabac. Comme vous avez pu le constater, certaines confusions existent donc. Pour en savoir plus, nous nous sommes aussi tournés vers Elisabeth Félinger. Regardons tout de suite les réponses apportées par cette professionnelle. Madame Félinger, bonjour. Vous êtes spécialiste en addictologie. Merci d'avoir accepté de répondre à nos questions sur les stupéfiants. Tout d'abord, une question de vocabulaire. Qu'est-ce qu'un produit stupéfiant? Alors, c'est un produit qui agit sur le cerveau, donc on appelle aussi psychotrope, qui est toxique pour la santé, pour l'organisme humain, et qui est donc reconnu par un certain nombre d'États au monde, inscrit sur une liste qu'on appelle la liste internationale des stupéfiants, interdit par la loi dans la majorité de ces pays. Quels sont les modes d'administration des stupéfiants? Alors, on peut consommer des stupéfiants par la bouche, en les ingérant, on peut les renifler, ce qu'on appelle le sniff, on peut les injecter ou les inhaler sous forme de vapeur. Tout dépend des produits utilisés. Cela semble désormais plus clair. Après avoir mieux défini le terme de stupéfiant, qu'avez-vous fait? Nous avons voulu savoir pourquoi ces produits sont interdits et c'est Dr Bobet qui nous a renseigné. Les produits stupéfiants sont des produits qui ont été interdits parce qu'ils agissaient fortement sur notre circuit du plaisir et donnaient rapidement chez les gens des dépendances. C'est-à-dire que les gens consomment un certain produit, au début ils expérimentent un certain plaisir, mais très vite ils ne vont plus pouvoir s'arrêter d'en consommer. Alors, des exemples de produits stupéfiants, vous en connaissez? La cocaïne, l'héroïne, voilà. Pour les deux plus importants, hein, c'est des produits stupéfiants qui, si vous en détenez des grandes quantités, vous risquez des sanctions pénales très importantes. Très bien, du coup, après cette réponse, n'avez-vous pas eu envie d'en savoir un peu plus sur la salle de consommation à moins de risque qui a ouvert à Strasbourg et dans d'autres villes de France et qui a pu faire débat? Tout à fait, à Strasbourg, cette salle s'appelle Argo et elle a été mise en place par l'association ITAC. Nous nous sommes donc allés au siège de l'association pour en savoir plus. Et après les échanges que nous avons eus là-bas, nous avons mieux compris l'intérêt de cette salle. Ithaque, c'est le nom de l'île d'Ulysse, ce héros de l'Antiquité qui mit plus de 10 ans avant de pouvoir regagner les siens. Si son parcours fut semé d'embûches, il surmontera les obstacles pour arriver finalement à retrouver sa terre. Ithaque, c'est le nom choisi par l'association que nous avons rencontrée, qui s'est donné pour mission l'accueil et la prévention et le soin de toutes les addictions. Sans doute parce que le voyage d'Ulysse est comparable à celui vécu par toute personne dépendante. Depuis le 7 novembre, l'association ITAC a ouvert Argos, la salle de consommation à moindre risque. Nous avons voulu en savoir un peu plus. Qu'est-ce que vous savez de la salle de consommation à moindre risque? Nous, on ne parle pas de salle de shoot. C'est pas très beau comme nom. Parce que ça voudrait dire que les personnes... Alors, comment vous expliquer? Ça fait 20 ans qu'on travaille. Ça fait 20 ans qu'on sait qu'il y a des gens avec des personnes qui viennent ici, qui vont vouloir changer quelque chose dans leur manière de consommer. Donc, je vous ai dit, c'est toutes les addictions, toutes les dépendances. Pour les personnes qui injectent, par exemple, on sait qu'il y en a qui passent, alors sans pouvoir vous donner tous les détails, mais qu'il y en a qui passent, par exemple, qui font des sevrages, qui veulent arrêter. À un moment donné, ils ont consommé pendant longtemps et ils en ont marre. Donc, ils peuvent venir nous dire, moi, je vais arrêter, aidez-moi à arrêter. Donc, pour ces personnes-là, on peut, par exemple, je schématise, hein,
proposer une hospitalisation de 15 jours pour pouvoir arrêter et ensuite consolider psychologiquement. Je vous ai dit que la dépendance était souvent physique et psychique. Donc ça, c'est une manière de travailler. Une autre possibilité, c'est quelqu'un qui vient et qui nous dit « ça fait longtemps que je consomme, que je m'injecte et je voudrais arrêter, mais j'ai déjà essayé le sevrage, donc ce que je vous ai dit, l'hôpital et la post-cure, mais ça n'a pas marché. Donc j'aimerais trouver autre chose. Ça s'appelle une substitution, par exemple. Donc on propose des traitements de substitution. Que je vous dis. Ensuite, on a des personnes qui arrivent à arrêter d'elles-mêmes. Il y en a quelques-unes. Elles partent en vacances ou elles rencontrent quelqu'un, tombent folles amoureuses, je vous schématise aussi, un gros changement dans leur vie, un super boulot, et elles arrivent d'elles-mêmes, avec l'aide d'un médecin en ville, d'arrêter progressivement ce qu'elles consomment. Et puis on en a d'autres qu'on suit depuis très longtemps, qui n'arrivent pas, ou qui n'ont pas, ou qui ne veulent pas, ou qui ne peuvent pas arrêter l'injection. Là je vous parle de l'injection parce que vous m'avez parlé de shoot, salle de shoot, qui n'arrivent pas à arrêter cette injection-là, ou qui sont en début de consommation et qui n'ont aucune intention d'arrêter parce que le produit qu'ils consomment leur fait encore l'effet qu'ils souhaitent. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est-à-dire au moment où ils consomment, le produit fait de l'effet comme ils aimeraient. Donc on a affaire à ces personnes-là, ou celles qui consomment depuis très longtemps mais qui n'ont pas décidé d'arrêter. Pour ces personnes-là, consommer dans un endroit où il y a des professionnels qui travaillent, avec des médecins, des infirmières, et qui peuvent donner des conseils comment réduire les risques, ben pour ces personnes-là, on a proposé l'ouverture d'une salle de consommation pour les accompagner et les accueillir déjà dans un lieu où elles peuvent consommer d'une manière propre, vous voyez, et pas dans un squat où ils sont obligés de jeter les seringues après. Pas dans la rue, pas dans les toilettes de la gare ou je ne sais trop où, mais dans un lieu où une équipe de professionnels peut discuter avec eux et échanger. Dans le lieu où ils consomment, il y a aussi des professionnels, donc selon la manière dont ils consomment, ils peuvent avoir des conseils de réduction des risques. Ça, c'est un objectif de réduction des risques, c'est comme une entrée dans le soin quand même, vous voyez. Je veux dire, c'est pas faire tout n'importe comment, pour les accompagner. Donc il y a un travailleur social qui travaille, des médecins, des infirmiers, une psychiatre. Donc il y a aussi cette équipe pluridisciplinaire dans cette salle de consommation. Et c'est pour ça qu'on ne dit pas salle de shoot, parce que c'est pas juste un lieu où les gens y viennent shooter. C'est aussi un lieu où les personnes sont rencontrées. Schématiser, si vous voulez, un petit peu, ITAC, c'est quand même une grande association et on intervient à différents niveaux pour schématiser un petit peu ce que disait Francine. Par exemple, nous, quand on vous disait qu'avec Guy, on reçoit des jeunes en groupe et qu'on discute comme ça, un petit peu comme aujourd'hui, où on donne des infos, on est un petit peu du côté de la prévention, c'est-à-dire souvent avant que les gens consomment, ou alors ils commencent un petit peu à consommer, à faire la fête, mais ils ne sont pas encore forcément dans des consommations de dépendance. Vous voyez. Ça, c'est un petit peu avant. Ensuite, on peut recevoir, comme par exemple à la salle de consommation, des personnes qui sont en train de consommer, c'est-à-dire qui sont dépendantes, soit qui n'ont pas envie ou qui n'arrivent pas d'arrêter, comme disait Francine, soit vous voyez qu'on est comme ça dans une période de leur vie où les consommations sont présentes. Et puis ensuite, par exemple ici, au premier étage, on a plutôt un centre de soins. Donc quand les personnes ont envie d'arrêter, soit par de la substitution, soit avec un sevrage. Donc c'est un petit peu une palette assez large des gens qu'on peut rencontrer. Merci pour ces informations qui permettent de nous ouvrir l'esprit et merci d'être venu. Au revoir. Au revoir. Chers téléspectateurs, les addictions dont nous avons parlé concernent des produits légaux. Cependant, les addictions concernent aussi les produits légaux tels que l'alcool. Pour en parler, nous accueillons désormais Céline. Bonjour, c'est vrai que l'addiction dont nous venons de parler concernant les substances illégales, pourtant d'autres addictions sont liées à des pratiques complètement légales et c'est le cas de l'alcool. Si nous savons que beaucoup de jeunes consomment de l'alcool, nous sommes demandés si ces derniers pouvaient être concernés par l'alcool. C'est vrai. Est-ce que les jeunes sont concernés par l'addiction à l'alcool et quelles sont les conséquences sur leur cerveau? C'est à ces questions qu'a tenté de répondre Dr Brobeck. Écoutons tout de suite ses réponses.
C'est une question à laquelle il est difficile de répondre. Quel est le pourcentage de jeunes qui ont un problème d'alcool? Alors d'abord, il y a un problème, c'est que les jeunes ne disent pas tous la vérité. Et il n'y a pas beaucoup de statistiques où les jeunes des collèges vont vous dire la vérité de ce qu'ils font le soir, les samedis, avec des potes, dans les caves, où on boit des bières fortes et on fait des expériences avec la vodka qui tourne, et chaque fois que tu dis une bêtise, on te rajoute un verre, etc. Donc il y a ce qu'on appelle une sous-déclaration, c'est-à-dire qu'on ne va pas savoir tout. En France, on sait que sur 100 personnes qui consomment de l'alcool, 8 ont un gros problème. Donc 8% des gens ont un gros problème. C'est-à-dire qu'on parle de dépendance ou de maladie alcoolique. Chez les jeunes, on peut penser que chez les jeunes entre 14 et 18 ans, environ 15 à 17% des jeunes prennent des risques sévères, sérieux avec l'alcool. C'est pas rien. Hein. Ça veut dire qu'un jeune sur 6 prend le risque de devenir dépendant à l'alcool toute sa vie. En général, il faut consommer de l'alcool et faire des consommations massives d'alcool pendant de nombreuses années. Donc ce qui fait qu'entre 14 et 18 ans, on n'a pas beaucoup de signes de dépendance à l'alcool. Mais on dit que les addictions, ça se fait à l'adolescence. Pendant l'adolescence, entre 14 et 18 ans, c'est là qu'on appelle, c'est la fabrique à addiction. C'est maintenant, en fonction des abus d'alcool que vous faites maintenant, que vous vous préparez à être ou non accro à l'alcool plus tard. Moi, dans l'hôpital où je travaille, 100% des gens qui sont accros à l'alcool, ils ont abusé de l'alcool quand ils étaient ados. Mais ils n'étaient pas dépendants encore. À l'époque, ils étaient « t'inquiète pas, je gère ». Hein, ils disaient à leur mère « maman, ouais, on a fait une soirée, j'étais complètement murgé, mais c'est pas grave, maman, laisse-moi tomber, demain j'irai mieux ». Sauf que après ils finissent dans l'hôpital. Mais tous ne le deviennent pas. Heureusement, tout le monde ne devient pas dépendant à l'alcool. Pourquoi ? Parce que comme on en a parlé pour le cannabis, l'alcool agit sur le circuit du plaisir. Et il va nous donner dans un premier temps un certain plaisir. Ce plaisir, on va s'en souvenir, évidemment. Et donc on va avoir envie de répéter l'expérience du plaisir, puisque ça va... Eh bien, la grosse répercussion de l'alcool chez les adolescents, c'est qu'ils font des bêtises. Moi, je vois, dans mes consultations, des jeunes garçons qui se réveillent et qui viennent le lendemain ou le surlendemain qui disent « Hier, j'ai été murgé, j'ai fait une connerie, j'ai fait un accident de scooter, je suis convoqué à la gendarmerie. » Ils font des grosses erreurs. Je vois des filles qui ont des histoires avec des gars qu'elles n'auraient même pas regardé dans la vraie vie et qui n'ont que les yeux pour pleurer après ce qu'ils ont fait. Et puis après, elles pensent qu'elles ont même attrapé le sida. Parce qu'elles n'ont bien sûr pas du tout réfléchi à tout ça. Donc, sous l'effet de l'alcool, je dirais, chez les adolescents, l'alcool est un produit qui va leur faire des grosses bêtises dont ils vont parfois mettre des années à regretter ce qu'ils ont fait là. Donc ça, c'est le premier des effets que je verrais de l'alcool chez les adolescents. Après, l'alcool a une répercussion sur notre corps, et très mauvaise, hein, c'est un poison l'alcool à haute dose. Maintenant, c'est pas chez les adolescents qu'on le voit en premier, ça. On le voit à partir de 20-30 ans de consommation. Nous allons désormais aborder le cas d'une nouvelle addiction, sans doute la plus récente, les réseaux sociaux. Mais avant toute chose, que représentent les réseaux sociaux pour les jeunes? Voici quelques réponses récoltées par notre équipe. Nous avons accueilli Younes qui, avec son équipe, a évoqué un mot qui semble souvent revenir lorsqu'on parle de réseaux sociaux. Oui, c'est exact. Le mot refuge revenait fréquemment avec les réseaux sociaux. Nous avons donc voulu en savoir un peu plus et nous avons demandé au psychologue J-Doc de nous en dire un peu plus. Après, ce que disent les gens qui réfléchissent aux réseaux sociaux, disent que les jeunes comme vous, ils vont sur les réseaux sociaux parce que c'est une forme de refuge. C'est-à-dire, sûrement à vos âges, là, vous vous en rendez peut-être compte, c'est pas forcément évident de parler à tout le monde, au collège, au lycée, de se faire des potes, on se moque, des fois on s'insulte. C'est-à-dire il y a une certaine difficulté à vivre ensemble, quoi, dans la vraie vie, dans la relation qu'on peut avoir là, quoi.
Les gens qui réfléchissent à ça, ils disent que les jeunes ils vont sur les réseaux sociaux parce qu'ils se sentent plus libres et moins exposés et moins jugés par les autres. Sauf que ça a l'effet inverse, c'est-à-dire que comme ça peut être anonyme aussi, et ben, les gens ils se permettent beaucoup plus de choses que dans la vraie vie. Et notamment faire du harcèlement, insulter quelqu'un sur sa page Facebook. Et ça, malheureusement, des vrais effets dans la vraie vie aussi. Quoi, hein. Des gens qui deviennent, enfin des jeunes qui sont très malheureux parce qu'ils se font insulter sur les réseaux sociaux virtuels. Quoi. C'est intéressant. Cela permet de mieux comprendre pourquoi les réseaux sociaux peuvent être considérés comme une addiction. Avez-vous été plus loin dans le sujet? Oui, nous nous sommes rendus compte que les réseaux sociaux avaient vraiment pris une place considérable dans la vie des jeunes et qu'ils pouvaient engendrer certains problèmes, comme celui du harcèlement. Nous avons parlé de ces problèmes à Asna, la médiatrice du collège Erasme. Très bien, regardons cela tout de suite. Bonjour Asna. Bonjour. Vas-y, installe-toi. Merci. Merci de participer à ce reportage. De rien. Nous savons que vous êtes spécialisé dans la médiation. Avez-vous déjà été confronté à des élèves victimes de piratage ou d'harcèlement? Oui, en fait, ça fait 5 ans que je travaille ici et plusieurs fois on a eu des élèves qui se plaignaient de problèmes d'harcèlement sur Internet. Et du coup, donc, j'ai vu pas mal d'élèves qui étaient victimes d'harcèlement, on appelle cyberharcèlement. Et comment les calmer? Alors les calmer d'abord, il faut comprendre l'histoire d'abord, il faut écouter les deux, l'harceleur et la victime. Et après, pour les calmer, il faut surtout les parler et les suivre plusieurs fois. On ne peut pas le lâcher comme ça, donc on lui demande des rendez-vous qui reviennent plusieurs fois. Et on lui parle aussi que de ne pas laisser faire, il faut toujours parler avec les parents. Et surtout, couper la relation avec cette personne complètement, que ce soit sur Internet ou bien par téléphone. Et écouter aussi l'harceleur. C'est très important d'écouter les deux et les laisser discuter les deux ensemble. Et si on s'intéresse à l'autre point de vue, avez-vous déjà vu des harceleurs? Bien sûr, je vois les deux. Je vois l'harceleur et la victime. L'harceleur, je le vois pour première chose pour le rappel de la loi. Donc pour lui expliquer, la plupart des harceleurs, ils ne savent pas que c'est interdit par la loi, ils ne savent pas que c'est puni par la loi. Donc pour les faire rappeler la loi comme quoi c'est interdit, et pour expliquer aussi les conséquences de l'harcèlement, surtout les conséquences parce que ça peut aller plus loin, et pour aussi le faire rappeler aussi qu'il y a des sanctions en cours, donc on doit le sanctionner parce qu'on ne laisse pas passer ça. Merci d'avoir répondu à nos questions. De rien. C'était un plaisir. Moi aussi. Au revoir. Merci. Comme vous venez de le voir, le harcèlement est un vrai risque. Pour savoir exactement ce que dit la loi à ce sujet, nous avons contacté Pascal Reynaud, avocat spécialisé dans le numérique et accompagné de stagiaires, a accepté de nous accorder un entretien par Skype. Alors, comment une personne qui se fait harceler sur Internet peut-elle se défendre légalement? Il faut savoir ce que c'est que le harcèlement, d'accord? C'est un comportement négatif qui nuit à l'élève et qui est répété, d'accord? C'est par exemple le fait de se moquer, de faire peur, de la rabaisser, etc. etc. Donc, et tout ça, c'est un délit, d'accord? C'est un délit pénal. Donc, on risque une amende ou on risque la prison. D'accord? Même pour les 18 ans. Même pour les moins de 18 ans, d'accord? Alors, concrètement, il faut des preuves. Il faut des preuves. Et alors, qu'est-ce que ça va être les preuves? Pour vous, ça va être par exemple, des messages échangés, etc. Et vous allez d'abord... qu'est-ce qu'on peut faire? À part des captures d'écran, on peut faire appel à un huissier de justice pour donner plus de valeur justement à ces copies d'écran, aux messages qui ont été envoyés, aux images qui ont été envoyées, aux vidéos. Voilà. Et alors après, on va chez qui? On va chez qui? Alors on va contacter peut-être déjà directement le réseau social, où les commentaires malveillants ont été postés. Et puis par
et vraiment, si la solution ne peut pas se régler à l'amiable, engager éventuellement un procès. Ouais. Et ça, c'est long et compliqué, quoi. Le mieux aussi, par exemple, c'est de demander aussi à ce que la personne soit bloquée sur le réseau social, qu'on puisse plus être contacté par le harceleur, si vous voulez. C'est aussi un point important. Et dans un cadre scolaire, c'est aussi prévenir l'établissement, les responsables, les professeurs, etc., qu'il y a un souci. Avant d'aller en justice, c'est quand même mieux de prévenir les responsables scolaires pour les sensibiliser au problème et pour qu'ils essaient de régler les choses. Voilà. Est-ce qu'on a répondu à votre première question? Oui. La deuxième, est-ce qu'un harceleur sur les réseaux sociaux peut-elle être poursuivi en justice? Oui, il n'y a pas de souci là-dessus, c'est un délit pénal, donc on peut faire de la prison dans les cas les plus graves, ou on peut être condamné à des amendes. D'accord. De rien, c'est moi qui vous remercie. Voilà. Mais pour le premier groupe, c'est fini, ça va être le deuxième maintenant. Ok. J'espère avoir été relativement clair. Au revoir, à la prochaine. Au revoir. Merci beaucoup de nous avoir éclairés sur ces sujets. Ça a été un honneur. Désormais temps d'accueillir nos deux derniers invités qui vont venir nous présenter les recherches de leur groupe. Ils ont travaillé sur les jeux vidéo, mais également sur les jeux en ligne. Bonjour Monsieur Ami et Ahmed, et merci d'être venus. Alors pourquoi avez-vous décidé de travailler sur les jeux? Nous nous sommes rendus compte que les jeux avaient pris une place vraiment importante dans la vie des adolescents. Pour preuve, le sondage que nous avons réalisé. Regardons cela tout de suite. League of Legends, World of Warcraft, Counter-Strike. FIFA plutôt. De toute manière. Bonjour, nous avons réalisé un sondage auprès des élèves du collège. La question est la suivante. Passez-vous plus de temps à jouer aux jeux vidéo ou à faire vos devoirs? Il y a plus de la moitié, soit 121 personnes, qui ont dit qu'ils font plus, qu'ils font leurs devoirs. Et il y a 91 personnes qui jouent aux jeux vidéo. Et il y a 18 personnes sans avis. Les jeux pourraient donc constituer une addiction et donc être considérés comme dangereux? Oui, mais dans certaines mesures seulement. Pour en savoir un peu plus, nous avons interrogé divers professionnels. Nous avons également pu rencontrer un joueur passionné qui nous a donné quelques conseils pour concilier monde virtuel et monde réel. Ça devient dangereux justement à partir du moment où on passe vraiment une grande partie de son temps sur cette activité, qu'on néglige ce qu'on fait par ailleurs, le travail scolaire, les amis, le sport, d'autres activités, et qu'on n'arrive plus à suivre. Alors les élèves qui sont addicts aux jeux vidéo, donc on peut repérer, mais c'est pas forcément facile, mais on peut repérer des élèves, soit un élève qui est violent, qui défend avec la violence physique et se défend avec les autres, ou bien il a tendance d'être très violent, ou bien un élève qui se met dans un coin tout seul dans la cour, ou bien il n'a pas de copains, il préfère toujours de s'isoler parce qu'il a l'habitude qu'avec son ordinateur jouer, donc il n'a pas l'habitude de jouer avec des personnes, vraies personnes, c'est pas en virtuel.
ou bien un enfant qui a un problème de concentration et au plus il manque de sommeil. Donc quelqu'un qui manque de sommeil, c'est-à-dire il ne dort pas la nuit, il joue les jeux vidéo et même il manque problème et ça va lui faire problème de concentration. Donc voilà, ils sont repérés comme ça. Vidéo, on discute, on l'accueille au local, ou alors quand on fait du travail de rue, on va discuter avec eux. On essaye de faire des choses qu'ils pourraient peut-être pas forcément faire tout seul au début, comme je sais pas moi, faire une sortie à la montagne, même faire un truc tu sais tout simple qui paraît tout bidon mais que tu fais pas forcément, faire de la luge ou visiter un château ou même faire du sport. Parce que généralement les addicts aux jeux vidéo, quand tu es vraiment addict, c'est que tu fais que ça. Donc nous on essaye de proposer autre chose. Une fois j'ai accompagné un groupe qui voulait faire une soirée jeux vidéo. Et du coup je leur ai dit mais vous jouez aux jeux vidéo chez vous? Ils disent oui. Combien de fois? 3 heures par jour à peu près. Du coup je leur ai proposé de faire autre chose parce que les jeux vidéo c'est des choses qu'ils peuvent faire sans nous. Moi j'ai voulu leur proposer de faire quelque chose qu'ils n'auraient peut-être pas fait sans moi. Et du coup on a choisi une date, on a programmé toute une journée pour aller faire de la luge et passer un bon moment au champ du feu. Donc voilà, on les accompagne normalement. On essaye de parler de leurs soucis de jeux vidéo, pas tout de suite, parce que ça peut bloquer. Mais on en parle plus tard. Pour commencer, quelles sont vos activités en lien dans les jeux vidéo? Actuellement, je suis un développeur dans un jeu vidéo. Je travaille avec une équipe et nous créons un jeu vidéo de rythme actuellement. Vous considérez-vous comme addict ou l'avez-vous été et à partir de combien d'heures ou quelle quantité nous pourrons devenir addicts? Alors, je pense, du coup actuellement, je travaille toujours dans le jeu vidéo, mais j'en ai fait vraiment mon métier. Je pense avoir réussi à dépasser une certaine addiction que j'aurais pu avoir justement avant de travailler, d'en avoir vraiment fait mon métier. Car avant cela, il m'arrivait de passer des journées entières. Comme j'avais arrêté mes études, je passais des fois mes journées entières à jouer et à rien faire de concret, à pas penser à mon avenir. Et je pense que c'est à partir de ce moment-là qu'on est vraiment addict aux jeux vidéo, quand on y joue sans penser à notre avenir. Comment avez-vous trouvé un équilibre entre les passions du jeu vidéo et votre vie sociale? Je pense que trouver un équilibre entre sa passion, ça peut être pour le jeu vidéo ou pour autre chose, c'est arriver à faire la part des choses. Les jeux vidéo, c'est une très bonne passion, c'est un très bon passe-temps, mais il ne faut pas que ça prenne plus de temps que ce qui concerne l'avenir, ce qui concerne le travail, les études. Et voilà, tout simplement quelque chose de concret avec lequel vous voulez passer votre vie. Et pas seulement un petit passe-temps. Merci de votre attention, au revoir. Donc si je comprends bien, comme pour beaucoup d'addictions, c'est avant tout une question de dosage et d'état d'esprit, c'est ça? Tout à fait. En tout cas, merci beaucoup pour toutes les précisions que vous avez apportées. Au revoir. Au revoir. Notre émission Erasme et Investigation est désormais terminée. Pour la conclure, nous avons demandé aux élèves de la classe de 4e B qui ont participé à cette émission de nous donner les mots qu'ils retiennent. Ces mots apparaissent dans ce nuage de mots qui sera notre conclusion. Merci de votre attention en espérant que vous avez passé un moment instructif et agréable en notre compagnie. Passez une bonne journée, au revoir.